Dans ce livre, Qu'est-ce que le DSM? Mon ambition était d'offrir une histoire détaillée et circonstanciée du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, plus connu sous l'étiquette DSM. Depuis les années 80, le DSM est devenu un outil classificatoire très important dans le champ de la psychiatrie. Il est utilisé communément pour fixer les critères de référence dans les protocoles expérimentaux, mais il est utilisé très communément par les infirmières, par les travailleurs sociaux, par les cadres administratifs, les avocats et même les juges, et tout particulièrement par les psychiatres pour fixer les diagnostics des maladies mentales. Or, cette classification est très controversée, non seulement aux États-Unis, là où elle est élaborée, mais aussi dans la plupart des pays du monde où elle a acquis une place très importante au fil des ans. On lui reproche toutes sortes de choses, comme de pathologiser certains comportements déviants, ou même nos émotions ordinaires, comme de relayer le discours de l'industrie pharmaceutique en étant à la botte même des firmes pharmaceutiques, etc. Or, quand on demande comme ça l'avis sur le DSM, il y a généralement deux histoires qui sont véhiculées. La première histoire est une histoire progressiste, linéaire, qui est souvent écrite par les auteurs eux-mêmes du DSM, et qui consiste à montrer comment le DSM, sans être un objet scientifique parfait, a contribué à améliorer la description clinique des maladies mentales depuis les années 80 au fil des révisions successives. La deuxième histoire, qui est la plus communément véhiculée dans l'opinion, est ce qu'on pourrait appeler une histoire du grand complot. Le DSM aurait été élaboré par un petit groupe de chercheurs dans les années 70, des chercheurs scientistes très biologisants, qui auraient profité de cet instrument pour s'emparer du pouvoir psychiatrique au sein de l'institution psychiatrique américaine. C'est contre ces deux interprétations que je me dresse à la fois, contre une interprétation qui est trop positiviste, qui donne une histoire trop positiviste du DSM, et une interprétation qui serait exclusivement idéologique. Dans mon livre, l'enjeu est de montrer que le DSM est le produit, le reflet d'une certaine culture et d'une époque donnée, avec l'importance aux États-Unis du courant néopositiviste en philosophie des sciences, mais aussi du pragmatisme, et qu'il n'est pas non plus réductible à un simple appareil idéologique, que le DSM a été élaboré pour répondre rationnellement à une crise institutionnelle et intellectuelle qui était très profonde dans le courant des années 60-70 aux États-Unis. L'intérêt, je pense, de se plonger dans cette histoire qui est tortueuse et sinueuse du DSM, c'est qu'il permet aujourd'hui de comprendre la crise nosologique très profonde, qui pour le coup n'est pas circonstancielle, mais qui a ses racines dans les impasses méthodologiques du DSM, et qui entoure le développement du DSM-5, qui doit paraître prochainement en mai 2013 aux États-Unis. Le fait de se plonger également dans l'histoire américaine du DSM offre, je l'espère, un effet de miroir qui éclaire en retour certains problèmes typiquement français, la consommation massive de psychotropes dont nous sommes le champion ne doit rien au DSM, de même que les divisions idéologiques qui sont très profondes dans le champ académique, ou encore les questions d'évaluation et de standardisation clinique dans la clinique française, comme également la difficulté de renouveler l'art clinique.